Tu es professionnel de l'accompagnement et tu sais combien permettre aux enfants dès leur plus jeune âge de mieux se connaître, c'est leur donner des outils qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Parce que clairement, si toi, tu avais eu ces outils-là avant, il y a tellement de fois où tu aurais gagné du temps et de l'énergie dans ta vie. Alors tu es praticien en hypnose, sophrologue, thérapeute, travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus, et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non ? Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce premier épisode, je vais partager avec vous quelques éléments de mon parcours professionnel parce que les différentes étapes par lesquelles je suis passée ont forgé celle que je suis aujourd'hui et expliquent en grande partie ce que j'ai envie de partager avec vous au sein de ce podcast. Donc je vous propose rapidement de vous faire un petit retour sur les différentes étapes de mon parcours professionnel. Pourquoi je crois profondément que les différents outils qu'on peut retrouver notamment dans les thérapies brèves sont vraiment un cadeau qu'on va pouvoir faire aux enfants et aux ados pour leur vie future. Et puis, quelle est mon intention avec ce podcast pour que vous puissiez mieux comprendre peut-être aussi le ton que je vais donner à certains épisodes de ce podcast. J'ai démarré il y a quasiment 25 ans dans une école primaire et ma toute première expérience m'a permis de rencontrer le handicap avec une petite fille qui était porteuse de trisomie 21 et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Alors, j'étais pas du tout formée à l'époque, mais j'ai été accompagnée par une équipe pédagogique dans cette école primaire qui était juste fantastique et qui, quand bien même on était dans une école publique plutôt traditionnelle, arrivait à proposer aux enfants de la classe tout un enseignement basé sur, entre autres, les pédagogies alternatives de type Freinet, Montessori, etc. Et donc, j'ai démarré ma carrière professionnelle dans cet environnement-là, avec déjà un éveil à des choses que moi, je n'avais pas connues en tant qu'élève, tout simplement, et qui ont commencé à me mettre sur la piste de quelque chose qui vraiment me portait dans comment on va pouvoir impliquer l'enfant dans son propre développement, comment on va pouvoir l'accompagner à être autonome dans ses apprentissages de vie, généralement, dans ses apprentissages scolaires, bien sûr, mais aussi dans ses apprentissages de vie. Et puis, je me suis formée assez rapidement. Je suis rentrée en école de monitrice éducatrice, donc je suis rentrée dans l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation spécialisée, le travail social, et j'ai poursuivi derrière avec une formation d'éducatrice spécialisée. Et puis, j'ai pu intervenir aussi bien en protection de l'enfance avec des tout petits, en maison d'enfants à caractère social, mais aussi avec des beaucoup plus grands, notamment dans un service jeunes majeurs où j'accompagnais des jeunes entre 18 et 21 ans à vraiment avoir tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir se lancer au mieux dans leur vie perso et pro. Et puis j'ai quitté la protection de l'enfance pour me diriger vers la psychiatrie qui était à la fois un monde qui m'attirait et qui me faisait un petit peu peur aussi. Et j'ai découvert vraiment au sein d'un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel la psychiatrie adulte et c'est vraiment une expérience qui m'a profondément marquée et j'ai adoré travailler auprès de ce public-là et entourée par des collègues infirmières psy qui étaient absolument
absolument génial. Et puis j'ai continué en psychiatrie, mais cette fois-ci retour avec les enfants en hôpital de jour, avant de me diriger vers un foyer de vie pour personnes adultes. Donc j'ai vraiment fait des allers-retours entre les enfants, les adultes, et je trouvais que c'était très intéressant justement de voir comment à un moment donné, certains adultes s'étaient construits avec ou sans certaines fondations, et puis ce que ça pouvait engendrer à l'âge adulte. Et puis à l'inverse, de revenir dans le monde des plus petits, et puis de voir comment à un moment donné on pouvait effectivement leur proposer de s'éveiller à différents outils pour pouvoir se responsabiliser aussi sur l'adolescent et puis l'adulte qu'ils allaient devenir. J'ai travaillé ensuite en CESAD, en service d'éducation spéciale et de soins à domicile, et donc une forme d'intervention nouvelle pour moi, puisque le propre d'un CESAD, c'est de travailler à domicile, et donc dans l'ensemble des domiciles de l'enfant et de l'adolescent, et du jeune adulte en l'occurrence, puisque c'était un service où on accompagnait jusqu'à 20 ans, à partir de 6 ans et jusqu'à 20 ans, des enfants, des ados et des jeunes adultes donc, qui étaient porteurs d'autisme, de troubles du spectre de l'autisme, et donc avec des profils extrêmement différents au sein de ce CESAD. Une expérience qui m'a beaucoup marquée aussi, parce que forcément, en travaillant au domicile des parents, à l'intérieur de l'école, dans la classe, dans les différents lieux de vie de l'enfant, mais aussi au sein de l'institution CESAD, soit en individuel avec les enfants ou dans le cadre d'ateliers de groupe avec les professionnels de l'équipe avec lesquels je travaillais. Donc c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup appris. Et puis j'ai pu voir l'autre facette de l'intervention, puisque j'ai fait une formation pour être chef de service éducatif, et donc j'ai été recrutée sur ce même CESAD pour prendre la responsabilité de ce service. Et donc là encore, une expérience particulièrement intéressante de pouvoir accompagner cette équipe pluridisciplinaire à accompagner justement les enfants, les ados et les parents dans ce qu'ils traversaient au quotidien. Et puis, on arrive au bout de 17 ans d'institution finalement, qui, même si je trouve beaucoup de plaisir à la fois dans ce que je fais au quotidien, mais aussi dans le travail d'équipe, parce que ça amène forcément une grande richesse d'avoir une pluralité de regards sur les différentes situations que nous accompagnons à l'époque. Je sens aussi que je m'essouffle aussi à ce moment-là, et que l'institution est vraiment lourde, au sens où, bien sûr, il y a l'institution médico-sociale dans laquelle je travaille, et tous les différents ralentissements, l'inertie qu'il peut y avoir en lien avec le fait de travailler en équipe et de ne pas travailler seul forcément, et d'avoir besoin de s'accorder, d'avoir quelque chose qui soit cohérent dans le travail d'équipe. Mais on se confronte aussi à d'autres institutions, l'éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées, et quelque chose où vraiment ça devient extrêmement compliqué pour moi de voir que ça n'avance pas assez vite, de ne pas pouvoir accompagner comme moi j'aimerais accompagner, et quelque part de me sentir bridée aussi dans ce que je propose au quotidien. Et je découvre en parallèle l'hypnose ericksonienne à travers différents moments de vie, et puis je décide de me former sans savoir que j'en ferai un métier un jour, mais je sens qu'à ce moment-là, et d'autant plus en travaillant dans le champ de l'autisme, c'est quelque chose qui peut être assez lourd à vivre au quotidien aussi en tant que professionnel, même si concrètement, voilà, ça reste un métier et on est payé pour ça. Et vraiment, s'il y en a pour qui c'est lourd en particulier, ce sont avant tout les parents. Mais je sens que moi, en tant que professionnelle, c'est lourd aussi à un moment donné, et que j'ai besoin d'avoir un ailleurs. Et cette formation en hypnose ericksonienne, elle m'ouvre le champ, j'allais dire, du développement personnel en général, parce que finalement, je crois que c'est cette période-là à laquelle je commence à m'intéresser au développement personnel au sens large. Et surtout, je découvre en formation des outils que je trouve hyper intéressants, parce que ça permet de venir débloquer certaines choses chez moi et chez d'autres, même si, évidemment, on ne va pas en formation pour faire une thérapie, mais forcément, on vient travailler sur des trucs perso, pouvoir avancer au fil de la formation.
Et donc je me dis: «Mais c'est incroyable ces outils-là, moi j'en ai jamais entendu parler». C'est quand même dommage que, je n'ai pas connu ça avant, que ce soit pour moi et puis aussi pour, tous les enfants que j'ai pu, accompagner. Je repense notamment à l'expérience que j'avais eue en protection de l'enfance et donc ça éveille vraiment quelque chose qui amène un contraste très fort aussi avec, cette ouverture que je sens avec cette formation et puis chaque fois que je reviens dans mon quotidien, au CESAD, un côté beaucoup plus, fermé, peut-être aussi en lien avec avec l'autisme qu'on accompagne et qui crée aussi chez les professionnels cet effet miroir qui fait que ben, voilà, ça peut être assez compliqué de s'accorder au quotidien. Et je sens qu'à un moment donné, c'est plus possible pour moi de pouvoir travailler en institution. Et donc, je prends la décision de quitter ce poste pourtant extrêmement confortable de chef de service parce que bah, c'est tout près de chez moi, que j'ai une grande autonomie dans ce que je peux faire au quotidien, parce que j'ai quand même pas mal de congés, parce que je suis plutôt bien payée, mais pour autant, je sens que je ne m'épanouis plus. Et moi, j'ai impérativement besoin de me sentir animée et vibrer de l'intérieur dans ce que je fais au quotidien dans mon travail. Et ça n'était plus le cas au CESAD, alors que je sens que chaque fois que je repars en formation d'hypnose, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus léger qui s'installe. Et donc, j'ai envie de pouvoir utiliser ça et de pouvoir vivre ça tout simplement dans mon quotidien professionnel. Et donc je monte mon cabinet en libéral et je démarre très très vite, à peine la formation terminée, parce que je me connais et que je me dis bah, si je n'enchaîne pas très rapidement, je me lancerai pas. Donc j'y vais, je me lance et puis je me retrouve confrontée à des choses auxquelles je n'avais absolument pas pensé. Typiquement, hein, au-delà de l'accompagnement des personnes que je reçois, au-delà de l'accompagnement en lui-même, je me retrouve confrontée au fait que, ben oui, là maintenant je suis en libéral et donc je dois être rémunérée pour ça. Et c'est quelque chose que je n'avais pas connu, puisque moi finalement j'ai toujours été salariée d'une institution, que la question, la relation du temps que l'on va mettre pour accompagner les gens et du résultat qu'on va obtenir ne se pose pas, puisque finalement les gens qui sont accompagnés par nous lorsqu'on intervient en institution ne payent pas non plus. C'est une prise en charge qui n'est pas payante, puisqu'on n'est pas dans un cadre libéral. Et donc il y a un rapport qui est très différent qui s'instaure et qui vient de plein fouet percuter celle que je suis, la valeur que j'ai, que je m'accorde, la valeur que j'accorde à ce que je propose aux gens dans l'accompagnement que je propose au quotidien. Et je sens que ça vient toucher des choses autour de ma légitimité, autour du rapport à l'argent que je peux avoir aussi. Et donc voilà, ça vient bousculer plein de choses dans les accompagnements que je propose. Et puis au-delà de ça, c'est surtout que j'arrive avec cette idée que waouh, l'hypnose c'est génial, et donc je focalise beaucoup sur l'outil hypnose pour accompagner les différentes personnes que je reçois. Alors très vite, je me spécialise quand même dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, même si j'ai toujours continué à accompagner les adultes parce que j'aimais beaucoup ça aussi. Mais vraiment, je commence à communiquer beaucoup plus, à me nicher, comme on dit, sur le public des enfants et des ados, parce que quand je m'installe en 2016, il y a finalement assez peu de collègues qui, hypno en tout cas, qui travaillent plus spécifiquement avec les enfants et les ados. Et donc, je me focalise vraiment sur l'outil hypnose, comme si cet outil-là, alors oui, bien sûr, j'allais dire comme si cet outil-là était magique. Oui, bien sûr, on peut avoir vraiment des choses où il y a un tel émerveillement dans ce qui se produit, que ce soit en séance, mais aussi par la suite à la maison, dans le quotidien, par rapport à la problématique pour laquelle l'enfant ou l'ado était venu. Donc oui, il peut y avoir ce côté magique, effectivement. Mais c'est vrai que moi, je mise beaucoup sur ce truc-là, et puis à un moment donné, je sens que je me mets une pression, mais incroyable, avec quelque chose de l'ordre de il faut que ça marche, il faut qu'il y ait du résultat, et je sens bien qu'il y a un truc qui grince quand même chez moi, où je sens bien que je ne suis pas au bon endroit. Et donc je prends du recul par rapport à ça, je me fais aussi accompagner, et je réalise que finalement j'ai tout misé sur cet outil hypnose, comme si c'était finalement la baguette magique,
alors même que moi je communique sur le fait que non, c'est pas une baguette magique l'hypnose. À un moment donné, ça va demander de l'engagement, ça va demander qu'il y ait une véritable demande au départ, qu'on aille creuser, accompagner, etc. Et donc l'hypnose ne fait pas tout. Et pourtant, je me rends compte que je suis tombée assez vite dans ce piège-là. Et donc je prends du recul par rapport à ça et je me dis, ok, qu'est-ce que moi je sais faire finalement? Parce que c'est comme si le fait de me focaliser sur cet outil hypnose me faisait perdre un peu les moyens de ce que je fais pourtant depuis plus de 17 ans, accompagner. Et donc, je réalise que c'est important pour moi de revenir à ce que je maîtrise très bien, finalement, accompagner les enfants, les ados et leurs familles. Et je décide de changer, de pivoter la manière dont je vais accompagner en intégrant l'hypnose comme un outil finalement au service d'un truc plus large qu'est l'accompagnement. Et ça, clairement, ça change tout. Et les accompagnements que je propose n'ont plus rien à voir. Et donc pendant 4 ans, j'accompagne les enfants, les adolescents, je continue à me former en hypnose conversationnelle, en EFT, en expertise du changement. Et régulièrement, j'ai plein de collègues qui me disent « Mais bon sang, comment tu fais pour pouvoir adapter l'hypnose aux enfants ?» Parce que forcément, on n'accompagne pas du tout les enfants comme on accompagnerait les adultes. D'autant plus que lorsqu'on accompagne les enfants, il y a une variable qu'on n'a pas quand un adulte prend rendez-vous tout seul, c'est que quand on accompagne les enfants, eh bien, on doit accompagner aussi les parents. Et ça, forcément, tout le monde n'est pas formé pour pouvoir accompagner conjointement les enfants et puis tous les enjeux qu'il peut y avoir dans la systémie familiale et puis dans l'ensemble des systèmes d'ailleurs qui font partie de la vie de l'enfant. Ce truc-là me reste dans un coin de la tête. Je m'intéresse en parallèle déjà depuis plusieurs années à toute la partie programme de formation en ligne, marketing digital, sont vraiment des choses qui m'intéressent particulièrement, d'autant plus que en ouvrant le cabinet libéral, on sort du statut, en tout cas moi je suis sortie du statut de salarié pour embrasser celui d'entrepreneur que je ne connais pas. Je dis souvent que j'ai découvert l'entrepreneuriat comme si je sortais de l'œuf à 36 ans parce que je m'étais toujours dit que c'était un truc qui n'était pas pour moi. En tout cas, je ne l'avais même pas envisagé comme quelque chose de possible. Et je découvre finalement depuis le 2016 ce que c'est que d'être entrepreneur, ce qui n'est pas forcément évident, j'ai pas forcément les codes, etc. Donc c'est en même temps quelque chose qui m'intéresse particulièrement, cette dimension de l'entrepreneur, parce que je sens bien que dans ma posture d'accompagnante, le fait de ne plus être salarié d'une institution, mais à mon compte, en libéral, il y a quelque chose que je dois réaligner. Comme si finalement, le fait de quitter mon poste salarié pour me retrouver en tant qu'entrepreneur en libéral, c'était venu désaligner ma posture finalement. C'est comme s'il y avait quelque chose presque d'identitaire au niveau de ma posture professionnelle qui avait besoin d'être réaligné. Et donc je m'intéresse particulièrement à toute la partie business. Et je sais que c'est un gros mot dans le monde des accompagnants, mais c'est un mot que je vais utiliser souvent, un peu par provocation et en même temps parce que je trouve que c'est important et que c'est vraiment un aspect de l'accompagnement qui est particulièrement négligé. Je parle vraiment des accompagnants qui sont en libéral, pas ceux qui sont en institution parce qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux, mais dès lors qu'on intervient en libéral, qu'on est à son compte, bien sûr qu'il y a quelque chose à venir regarder sous cet angle-là et qui est particulièrement compliqué à regarder pour les thérapeutes parce que y a souvent cette idée, ce mythe que on fait ça par vocation, parce que c'est un métier qu'on a choisi par passion, on va pas aller se faire de l'argent sur le malheur des autres, etc. Oui, bien sûr, mais en fait, je crois que tous ces trucs-là, tous ces mythes, on est venu les coller à un endroit qui n'a absolument, ça n'a rien à voir. Et je crois que c'est vraiment important d'aller ouvrir le couvercle de tout ce que ça vient bousculer chez l'accompagnant dès lors qu'il intervient en libéral sur cette posture entrepreneuriale et ce côté business. Et je redis ce mot-là au sens où on ne fait pas du bénévolat, parce que si vous faites du bénévolat, alors c'est différent, l'accompagnement est différent, la posture est différente, les attentes de part et d'autre vont être différentes, mais ça me paraît primordial d'être au clair sur ce qui se joue quand on est
entrepreneur. Et c'est aussi ce qui, en tout cas, moi, c'est comme c'est quelque chose qui est venu me chercher et auquel je me suis très vite intéressée, parce que sinon, je sentais bien que ma posture n'allait pas être alignée avec celle que j'avais envie d'être, avec l'accompagnante que j'avais envie d'être. C'est aussi une des raisons qui m'ont poussée à en parler sur ce podcast, parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop négligé dans le champ de l'accompagnement. Et donc, j'accompagne les enfants et les ados, principalement, même si, encore une fois, j'accompagne encore les adultes, mais entre 2016 et 2020. Et puis, arrive 2020, confinement, fermeture du cabinet brutalement, comme pour la plupart des accompagnants. Et je me dis, bon, bah tiens, là j'ai du temps, c'est peut-être l'occasion de pouvoir commencer à réfléchir à cette idée de programme en ligne, de formation, de quelque chose qui permettrait de diffuser la manière dont moi j'accompagne, en tout cas comment j'ai réajusté à un moment où je sentais bien que l'hypnose prenait trop de place et l'accompagnement pas assez, comment j'ai réajusté ma posture et ce que j'ai proposé dans mes accompagnements pour me sentir bien dans ce que je propose aujourd'hui finalement, et de pouvoir le partager à davantage de collègues, de sorte que eux aussi puissent accompagner assez facilement les enfants et les adolescents. Et cette année 2020, c'est vraiment une bascule dans mon parcours professionnel, puisque c'est l'année pendant laquelle je crée en octobre 2020 Kiddy Mind, alors qui portait pas ce nom-là d'ailleurs au début, qui n'avait pas de nom. Le nom est arrivé début 2021, je crois. Mais Kiddy Mind, c'est un programme en ligne qui permet aux thérapeutes d'apprendre à adapter l'hypnose, de créer un cadre qui va favoriser le changement, de savoir accompagner les différentes problématiques, parce que très souvent, on se dit tiens, ou en tout cas on entend beaucoup, tel enfant vient voir pour telle problématique, pour de l'énurésie par exemple, quel est le protocole que je vais utiliser ? Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire qu'on accompagne d'abord un enfant qui est unique, avec une histoire unique, avec des parents uniques, et on va d'abord s'intéresser à cet enfant-là, à ce qui se passe pour lui, au contexte dans lequel ça arrive, et on va venir mettre des outils, alors que ce soit l'hypnose ou d'autres outils, l'EFT, la kinésio, peu importe, mais on va venir mettre ces outils-là de thérapie brève au service de l'enfant et de la problématique dans laquelle il est. Et donc l'idée, vraiment au travers de Kiddy Mind, c'est d'apprendre à venir piocher dans différents outils et de générer de la fluidité, de la flexibilité mentale qui permettent vraiment de s'adapter à l'enfant ou à l'adolescent qu'on accompagne. Et puis très vite, dès le départ d'ailleurs, je mets en place des supervisions pour les collègues qui font partie de ce programme en ligne, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi j'ai un parcours institutionnel pendant lequel j'ai toujours été accompagnée dans ma pratique, pendant lequel j'ai toujours travaillé en équipe, et où accompagner l'autre sans avoir soi-même un espace où on va pouvoir venir ou en tout cas celui ou celle qui nous accompagne va venir pointer nos propres angles morts qu'on ne peut pas voir nous-mêmes, ça me paraît indispensable, parce que sinon on va tomber dans différents biais, dans des résonances parfois fortes avec notre propre histoire, et ça me paraît fondamental d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur, à pouvoir prendre de la hauteur, du recul, de pouvoir ajuster ses pratiques, d'être soutenu aussi par ses collègues, et puis parce que je pense que vraiment pendant ces temps de supervision, ce sont des temps où on échange entre pairs et où chacun va pouvoir aussi se reconnaître dans ce qui est partagé par celui qui expose la difficulté qu'il rencontre, et ça permet aussi de réaliser que tout le monde rencontre les mêmes difficultés, tout le monde traverse les mêmes problématiques. On est tous à différents endroits du chemin, et c'est important que ceux qui sont plus avancés puissent aussi dire à ceux qui le sont moins, moi aussi je suis passé par là, ou que tous ceux qui sont plus ou moins au même endroit du chemin mais qui se croient tout seuls dans ces difficultés-là puissent se dire mais en fait je suis pas toute seule, ou je ne suis pas tout seul, lui aussi, elle aussi traverse ça, et ok, moi tiens, ça me donne des pistes pour mes propres accompagnements, pour ce que je peux faire aussi par rapport à moi-même, dans la posture que j'ai, au niveau de l'accompagnant que j'ai envie d'être. Et puis au bout de quelques mois, parmi les premiers membres de Kiddy Mind, il y a une collègue qui est médecin pédiatre et maître praticienne en hypnose ericksonienne,
quelqu'un avec qui ça accroche très vite entre elle et moi, parce qu'elle a vraiment, on partage les mêmes valeurs, parce qu'elle a une vision de l'accompagnement qui est une vision intégrative, et elle a créé d'ailleurs le mouvement pédiatrie intégrative. Et donc très vite, je me dis, mais il faut que Anne-Gaëlle, donc c'est Anne-Gaëlle Marien, il faut qu'Anne-Gaëlle puisse accompagner les membres dans leur pratique, parce que ce qu'elle a à partager est juste extraordinaire et extrêmement inspirant pour les collègues. Et donc, dans le courant de l'année 2021, c'est Anne-Gaëlle qui reprend les supervisions pour Kiddy Mind et qui accompagne les collègues justement dans ce qu'ils ou elles traversent dans leur pratique. Et puis en parallèle, pareil, dans le courant de l'année 2021, je m'aperçois qu'il manque un truc finalement, parce que cherchent les collègues, ce sont des outils. De quels outils j'ai besoin pour accompagner tel truc? Je sens que je me sens pas légitime parce que je sais pas maîtriser suffisamment tel ou tel outil, tel protocole, c'est pas clair pour moi, etc. Et puis, à force d'entendre ça, je me dis, mais je crois que c'est pas qu'une histoire d'outils. Et il y a beaucoup cette histoire de légitimité qui revient, de syndrome de l'imposteur. Et en 2021, à la rentrée 2021, je décide de mettre en place des coachings pendant lesquels on va travailler vraiment cette dimension de l'entrepreneur. Quel entrepreneur je suis et de quelle manière cette casquette-là est adossée à l'accompagnant que je suis. Parce que je crois profondément que quand on est au clair sur la dimension entrepreneuriale de l'accompagnant que l'on est, c'est l'ensemble de la posture de l'accompagnant qui va y gagner, parce que il y aura une posture qui sera beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus au clair sur pourquoi on accompagne, comment on accompagne, et puis surtout sans qu'il y ait d'enjeux en lien avec les résultats qu'on va obtenir. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, Kiddy Mind regroupe vraiment ces trois aspects-là, à la fois toute la partie partage de contenu pour apprendre à accompagner les enfants et les adolescents avec l'hypnose, et apprendre surtout à adapter les différentes techniques et à utiliser ces techniques dans le cadre d'un accompagnement plus global, comment on va pouvoir relier telle demande, je prenais l'exemple de l'énurésie par exemple, comment on va pouvoir relier cette demande-là avec différents outils et leviers hypnotiques qui vont favoriser le changement et l'amélioration de ce qui est amené comme étant un problème pour l'enfant. Et puis, pour moi, Thérapeute Kids, ce podcast, je le crée aussi parce que j'ai vraiment envie de démocratiser ces outils, l'hypnose bien sûr, mais pas que. J'ai envie d'ouvrir aussi à d'autres outils. Je parlais de l'EFT, de la kinésio, mais il y en a tant d'autres dont il serait intéressant de parler, la PNL aussi bien sûr. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager différents outils qu'on peut utiliser en séance, de sorte que, quel que soit votre métier, que vous soyez hypnothérapeute spécifiquement, mais que vous soyez aussi sophrologue, kinésiologue, coach pour enfants ou pour ados, que vous soyez travailleur social en libéral. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez aller piocher dans tous les outils qui seront partagés, que vous puissiez aussi modéliser, parce que je trouve qu'on manque cruellement de modèles et de partage de pratiques qui permettent de nous inspirer les uns les autres, parce que je crois vraiment qu'il n'y a pas de concurrence, parce que au-delà de l'outil que vous allez utiliser, les gens vont venir vous voir pour qui vous êtes, pour votre énergie, pour ce que vous dégagez, et on ne va pas attirer les mêmes personnes. Et donc je crois vraiment que chacun a à gagner à pouvoir partager ses outils, sa pratique, la manière dont il accompagne, de sorte que les autres puissent s'en inspirer et puissent à leur tour adapter en fonction de qui ils sont, et adapter ensuite ces outils-là aux enfants et aux ados qu'ils vont recevoir. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir diffuser au plus grand nombre des outils, des techniques, des partages que vous allez pouvoir utiliser ou pas, mais en tout cas dont vous allez pouvoir vous inspirer dans votre propre pratique, parce que l'intention quand même derrière tout ça, c'est quoi? L'intention, c'est vraiment de diffuser le maximum d'outils au maximum de professionnels, de façon à ce qu'un maximum d'enfants et d'adolescents puissent en bénéficier. Parce que je crois profondément que quand on apprend à mieux se connaître dès l'enfance, quand on apprend à reconnaître ses émotions, à pouvoir les accueillir, à pouvoir les traverser, on n'abordera pas la vie de la même manière. Bien évidemment, ça ne changera rien dans ce que l'enfant qui deviendra ado et adulte va traverser au cours de sa vie. Ça, on est bien d'accord, il n'y a personne n'a de pouvoir là-dessus.
En revanche, quand on apprend tiens, il y a cette émotion-là, cette sensation qui vient dans mon corps, tel type de pensée qui arrive, quand on apprend à reconnaître ce que ça raconte, quel message cette émotion envoie, on part déjà avec un bel avantage dans la vie parce que ça va permettre d'envisager la vie autrement, d'être plus autonome dans notre manière de vivre nos émotions et de ne pas attendre que l'extérieur change forcément. Et donc, on permet aussi dès l'enfance d'accompagner ceux qui viendront vous voir à être dans une dynamique de responsabilisation, c'est-à-dire de ne pas accuser l'extérieur, les autres, ou d'être en attente de quelque chose des autres en permanence sans se regarder soi, mais plutôt de regarder d'abord vers soi et de se dire « Ok, est-ce que cet extérieur-là, je peux le changer? Est-ce que cette personne-là, je peux la changer? Est-ce que cette situation-là, je peux la changer? Non. Ok, qu'est-ce que moi, je peux changer en moi, dans ma manière de ressentir, de percevoir ce qui se passe pour vivre quand même cette situation qui, a priori, s'impose à moi, mais pour choisir de la vivre autrement. » Vous m'entendrez probablement très souvent dire « on a toujours le choix », et c'est une phrase qui n'est pas forcément bien comprise ou entendue parce que très souvent la réponse qui m'est faite c'est non, on n'a pas toujours le choix. Il y a des fois où on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Moi je crois au contraire qu'on a toujours le choix de faire autrement. En revanche, on n'a pas forcément le choix entre quelque chose qui ne nous plaît pas et un truc qui serait vachement mieux. Parfois, on a le choix entre deux situations assez pourries et l'idée, c'est de se dire, quelle est la moins pire des deux? Mais on a quand même toujours le choix et on peut choisir aussi de se dire, ok, ce que je vis là en ce moment, c'est pas idéal ou voire même c'est carrément pourri, mais est-ce que je choisis de continuer à vivre cette situation-là ou est-ce que je choisis de prendre le risque de faire autre chose? Peut-être que ça va être compliqué, peut-être que ça va me demander de souffrir aussi pour pouvoir faire ce choix-là, mais est-ce que c'est un choix court terme? Est-ce que c'est un choix long terme? Bref, j'y reviendrai de toute façon parce que c'est vraiment un sujet qui m'importe énormément et qui est à la base de beaucoup de choses que moi j'ai mises en place et qui est cette histoire de choix qui est à la base aussi de gens qui sont souvent très malheureux parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix et donc ils restent, ils vont subir une situation qui est pas forcément agréable. Donc voilà, mon intention c'est vraiment de diffuser au plus grand nombre de thérapeutes, des outils, des techniques, vous avez compris l'idée, de façon à ce que le plus d'enfants et d'adolescents possible puissent en bénéficier à leur tour au travers de ce que vous pourrez leur proposer directement dans vos séances. Et puis, dans mon intention aussi, au travers de ce podcast, c'est de valoriser la dimension de l'accompagnement plus que les outils. Alors, je dis plus parce que pour moi, les outils devraient venir au service de l'accompagnement, mais bien sûr qu'on va parler énormément d'outils concrets, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse prendre le temps aussi de parler de l'accompagnement avec un grand A, de tout ce que ça suppose, de quels sont les enjeux qui sont derrière l'accompagnement, comment on accompagne, qu'est-ce que ça veut dire finalement accompagner, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont dans une course à la formation à des outils parce qu'ils pensent que plus ils vont acquérir d'outils, mieux ils seront formés, sauf que ça renforce pour moi vraiment l'inverse, ça renforce ce sentiment d'illégitimité parce que ce sont des gens qui ne prennent pas forcément le temps ou qui ne sont pas formés tout simplement à l'accompagnement et que concrètement, se former à tout un tas d'outils, ça ne remplace pas les bases de ce qui fait qu'un accompagnant va pouvoir accompagner. C'est important de ne pas rentrer dans une course à la certification à différents outils, mais de vraiment venir regarder ce qui se passe dans sa pratique pour pouvoir accompagner de manière beaucoup plus ancrée, de manière beaucoup plus solide et de pouvoir reconnaître aussi là où on est compétent, là où on ne l'est pas, parce que je crois que ça commence aussi par là, parce que très souvent, quand il y a un sentiment d'illégitimité, c'est que probablement, il y a une bonne raison que ce sentiment soit là, et il est important, au même titre que on va accompagner les enfants et les ados à aller regarder ce qu'une émotion signifie pour eux, quel est le message qu'il y a derrière, il est
important qu'en tant qu'accompagnant, quand on sent qu'il y a ce truc d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur qui est là, qu'est-ce que ça raconte et de quoi on a vraiment besoin finalement pour pouvoir continuer à accompagner, à acquérir des compétences, encore une fois, sans être dans une course à la certification. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Tu as aimé ce contenu ? A priori, oui, puisque tu es encore là et vraiment, je te remercie infiniment. Mais si tu as envie vraiment de m'aider à diffuser Thérapeute Kids et tous les contenus qui sont dans ce podcast, je t'invite à me laisser dès maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas à rajouter un commentaire si tu le souhaites. Je les lis tous et vraiment, c'est ce qui met du baume au cœur et qui invite à continuer de diffuser gratuitement tout ce que je te partage dans ce podcast et dans les autres contenus que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux, si tu penses que ça peut être utile pour un collègue et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à me taguer @isabelleablin ou kiddy.mine sur Instagram. Je te dis à très vite.